Voilà. Désolée Bertrand, voilà, c'est pour Non, qu'on mais garde une il y a trace. pas de souci. Il y a pas de souci. Euh, donc, par rapport à cela, donc bon, c'est d'ores et déjà en place. Donc, vous avez effectivement des producteurs qui ont finalement déjà jeté les dés par rapport à leur futur Z-Pack 2023. Principalement, on le verra hein, sur les productions bovins viande et bovins lait, puisque bah, le moment où ils déclarent leur demande d'aide pour ce type de production est relativement essentiel dans le montant dans le calcul du montant du soutien final. Donc, voilà. Donc, bien, alors cette réforme, eh bien, elle a mis pas mal de temps à se mettre en place, hein, puisque normalement on devait être sur une PAC nouvelle 2021-2027. Alors comme vous le savez, on a 2 années de retard, hein, 2 années de transition, parce que les discussions ont été relativement difficiles entre les trois entités du trilogue, hein, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne et Commission agriculture. Bon, ils ont fini par aboutir en juillet 2021 à un accord européen qui après se décline au niveau des États membres dans ce que l'on appelle un plan stratégique national. Donc maintenant, vous n'arrêtez pas d'entendre parler, on fait référence au PSN, etc. Et sur un certain volet, sa déclinaison au niveau régional qui est le PSR. Alors là, j'introduis ici un élément vraiment important par rapport à cette nouvelle PAC, hein, c'est que si hier, on avait certains types de soutien, principalement ceux du deuxième pilier de la PAC, hein, donc tout ce qui est plutôt soutien d'investissement ou soutien à caractère agro-environnementaux, qui étaient managés entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, main dans la main entre les services de l'État et les régions, cette nouvelle PAC, avec sa déclinaison française, entérine réellement une séparation des autorités de gestion. Donc voilà, comment vont être gérés les Z-PAC pour la programmation, cette programmation 2023 jusqu'à minima 2027, où on aura bien d'un côté ce qui va être géré par l'État France et de l'autre côté par les régions et pour nous bien la région Nouvelle-Aquitaine. Alors si on doit donner une ligne de séparation forte au niveau des autorités de gestion, grosso modo, l'État gère tout ce qui est aide du premier pilier de la PAC, c'est-à-dire tout ce qui est financé uniquement avec des crédits européens. C'est typiquement les aides, les droits à paiement de base, ce sont les paiements environnementaux du premier pilier, ce sont les aides couplées aux animaux, à certaines productions végétales. Tout ça, ça va être toujours et encore géré uniquement par l'État. Voilà. Par contre, là où on a une séparation, c'est sur le deuxième pilier de la PAC, dans lequel vous trouvez plutôt les aides d'accompagnement à l'investissement ou au développement, typiquement les aides à l'installation, hein, ce qu'on appelait hier encore la dotation jeune agriculteur, mais également tous les soutiens plutôt à l'investissement dans le cadre, par exemple, du plan de compétitivité d'adaptation des exploitations, le fameux PCE et ses différentes déclinaisons, animal, plan de modernisation élevage, végétal, plan végétal environnement, des actions sur la transformation des produits, etc., la dynamique des circuits courts. Tout ça, eh bien, ce sont les aides du deuxième pilier, mais on avait également dedans les mesures agro-environnementales et climatiques, les aides à la conversion bio, les soutiens à tous les dispositifs sur les assurances et également un gros poste pour nous en Nouvelle-Aquitaine, hein, alors attention selon les départements et le zonage, mais qui est le poste des ICHN, indemnités compensatoires de handicap naturel. Là, pour les productions animales, hein, ça a son importance. Donc à ce niveau-là, on a une séparation nette. C'est tout ce qui est en rapport avec des aides surfaciques, hein, qui revient à un paiement à l'hectare, typiquement les ICHN, les mesures agro-environnementales et climatiques surfaciques, hein, principalement les mesures système, les aides à la conversion en bio, tout ça, ça rentre dans le giron de l'État et ça sera géré uniquement par l'État. Autorité de gestion totale en termes de décision d'orientation, de déclaration, de suivi, de paiement, d'instruction, de contrôle, tout ça c'est l'État. Et par contre, tout ce qui est non surfacique, c'est-à-dire les aides à l'installation, typiquement, les aides à l'investissement, les mesures agro-environnementales et climatiques qui ne seraient pas
ramenés à la surface, tout ça sera 100% géré par la région. Donc nous, Région Nouvelle-Aquitaine, va gérer tout ce bloc-là, ce qui fait que d'ailleurs, il y a aujourd'hui, et vous allez en entendre parler, des transferts de moyens de l'État vers la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir gérer ces nouveaux dispositifs. Okay. Alors à ce titre, vous qui êtes coopérative, éventuellement organisme de service, qui accompagnez éventuellement vos ressortissants sur des demandes d'aide à l'investissement, sachez que tout ça sera présenté dans le cadre du futur PCAE Tour, qui va être organisé sur les semaines 12 et 13. Donc là, la région Nouvelle-Aquitaine va vous inviter à différentes réunions sur le territoire. En fait, 4 sites, un sur Niort, un autre sur Limoges, enfin plus au sud, sur la station de Lanneau, un autre à Orthez et un autre à Libourne, si je ne me trompe pas, pour pouvoir vous présenter les futurs dispositifs d'accompagnement qu'elle va gérer dans sa totalité. Ça a plus aussi des informations par tout ce qui est accompagnement sur l'installation. Bon, je reviendrai un peu rapidement sur les différents dispositifs en fin d'exposé, mais sachez quand même que dans l'organisation, ça a son influence. Et c'est pour ça que notre plan stratégique national, sa déclinaison au moins en région, est influencée par la politique de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier sa feuille de route Néoterra. OK ? Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand même, cet accord PAC 2021-2027, il va être aussi largement, même s'il a été impacté par le plan de relance, d'ailleurs, on peut presque dire merci à la crise Covid pour avoir incité une forme d'accélération sur les décisions politiques et notamment budgétaires. C'est peut-être pour ça qu'on a mis que entre guillemets 2 ans de retard sur cette politique agricole, mais la stratégie européenne d'accord vert, le fameux Green Deal et sa déclinaison agricole, la stratégie Farm to Fork, sont des politiques vivantes. Donc il est tout à fait possible que l'accord européen évolue au gré des évolutions sur le Green Deal et la stratégie Farm to Fork. Et bien entendu, là-dessus, on aura des impacts potentiels sur notre plan stratégique national. Alors j'ai coutume de dire que, à contrario de ce que l'on avait pu connaître sur les précédentes programmations, où bien souvent on avait quelque chose de figé avec parfois une remise en cause ou des réorientations dans ce qu'on appelait des bilans à mi-parcours. Je vous rappelle, sur la précédente programmation, en 2017, on avait appelé ça l'omnibus. Là, il est possible que l'on ait des changements plus réguliers. Voilà. Tout simplement parce que aussi, notre politique agricole va être vraiment examinée en permanence par l'Europe dans une logique de contrôle de performance, avec une évaluation qui s'est fait exempter, c'est-à-dire qu'on sait à peu près d'où on part. Mais étant donné que là, on a une politique agricole où l'Europe a plutôt tendance à nous donner des moyens et surtout nous fixer des objectifs, on sort bien de la logique de l'obligation de moyens purs. Là, on rentre bien dans une logique d'obligation de résultats. Et la France, comme tous les autres États membres, sera soumise à un contrôle de performance. Et si jamais les objectifs ne sont pas atteints, on pourra avoir des modifications. Pour moi, le premier objectif qui, à mon avis, va poser souci à un moment ou à un autre, c'est comment la France va peut-être réussir à atteindre son ambition d'être à quasiment 18% de surface en bio à l'horizon 2027. C'est-à-dire, on est bien d'accord, un doublement de ce que l'on observe aujourd'hui. Ça, par contre, c'est inscrit dans notre PSN. Et l'Europe nous attend par rapport à cela, à la date. Donc typiquement, par rapport à cela, on va être contrôlé et on pourrait avoir des remarques de l'Europe qui pourraient imposer des modifications sur la déclinaison nationale de l'accord européen, donc notre plan stratégique national. Et après, par effet domino, nos plans stratégiques régionaux. Voilà. Bon, vous savez que on est quand même sur, alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais quand même globalement, on a un renforcement de l'environnementalisation de la politique agricole et de sa traduction en France au travers du PSN. Alors certains disent que c'est trop, d'autres disent que c'est pas assez, mais néanmoins on a bien eu cet élan, principalement initié par la volonté de nos concitoyens européens qu'on voit bien ici. Ces derniers ont
demander lors des consultations à ce que la PAC soit avant tout axée sur les questions d'environnement. On l'a retrouvé également dans le débat national qui s'était appelé Impacton, vous remarquerez l'effort marketing des services du ministère, pour voilà, amener tout ce qui est lutte contre le changement climatique, maintien de la biodiversité, même sauvegarde de la biodiversité, etc. etc. Alors donc, on a quand même une volonté d'avoir une PAC la plus environnementale possible. Alors, mais bon, bien sûr, il n'y a pas d'accord là-dessus, mais bon. Et ça se retrouve eh bien, dans la nouvelle architecture environnementale que l'on a sur cette PAC. Sur la précédente programmation, on était avec un socle de base sur les exigences environnementales, mais aussi d'autres, questions de bien-être animal, de respect de normes sur l'identification, etc. Bon, ça fait partie des éléments dits de conditionnalité, c'est-à-dire ce qu'il faut respecter au niveau de l'exploitation, ne serait-ce que pour avoir le droit d'aller demander des aides PAC. On n'est pas rémunéré pour ça. On vous ouvre juste l'accès aux aides PAC en respectant la conditionnalité. Et après, jusqu'à maintenant, on avait au travers des mesures de verdissement un paiement supplémentaire à caractère environnemental dans le premier pilier de la PAC qui venait en complément du droit à paiement de base, qui était aux alentours de 80 € par hectare. Alors, notez bien que les exploitations en conduite bio, par rapport aux mesures qu'il y avait au sein du verdissement, elles n'avaient pas à les respecter. Elles n'avaient pas à les respecter parce que, étant donné qu'elles étaient en conduite bio, avec une certification de conduite bio fournie par l'organisme certificateur, eh bien, elles étaient réputées valider ce verdissement. Donc, toutes les exploitations bio touchaient en moyenne 82 € par hectare, sachant que cette valeur de paiement vert d'alors était proportionnelle à la valeur des droits paiement de base. Donc, on pouvait avoir des montants différents d'une exploitation à l'autre. Et puis après, on avait des paiements pour des pratiques environnementales de beaucoup plus haut niveau, soit des mesures agro-environnementales et climatiques, soit toutes les démarches AB avec la conversion bio et d'une région à l'autre, et selon les régions, une aide au maintien, ce que nous, on avait toujours en Nouvelle-Aquitaine. Alors attention, dans la programmation qui vient de s'ouvrir, on change les choses, c'est que la conditionnalité, ce qui effectivement ouvre l'accès aux aides PAC, mais sans donner de rémunération en tant que telle, eh bien s'élargit avec en fait l'absorption de toutes les mesures de verdissement dans le bloc de la conditionnalité. Donc en fait, les exploitants qui hier respectaient des mesures de verdissement, qui étaient là pour toucher en moyenne 82 € par hectare, demain vont devoir continuer à les respecter, mais ne seront pas plus payés en tant que tels pour. Devront les respecter juste pour pouvoir avoir accès aux aides de la PAC. Et ça, pour les bio, ça change quelque chose. C'est parce que les bio, hier, ils touchaient le verdissement sans forcément respecter les fameuses 3 mesures qui étaient la diversité de l'assolement, qui était la présence de surfaces d'intérêt écologique sur l'exploitation par rapport aux questions de biodiversité, et qui était la contribution au maintien du ratio prairie permanente sur SAU qui était constaté au niveau de la région. Mais demain, ces mesures de verdissement glissent dans la conditionnalité et donc elles concernent tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que les bio valident les points de conditionnalité qui viennent du verdissement parce qu'ils sont bio. Non, non. Les bio vont être contrôlés sur tous les nouveaux points de conditionnalité. Là-dessus, il y a un petit changement quand même de paradigme. On met un peu plus de points de contrôle sur les bio. En fait, on les met au même niveau que les autres. Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est un nivellement par le haut, d'autres nivellement par le bas. Bon, ça, c'est la question d'état d'esprit. Mais voilà ce qui se passe. Alors, quelles sont ces mesures qui arrivent chez les bio? Donc, voyez qu'ici, là, hier, on avait du verdissement et de la conditionnalité. Eh bien, demain, on a une forme d'hyperconditionnalité, en fait, qui est enflée des nouvelles mesures de verdissement qui viennent se rajouter. Et en plus, ces mesures ont tendance à un peu se transformer. On va dire, elles se renforcent en passant de l'état de point de verdissement à un point de conditionnalité. On va regarder dans le détail.
Alors la première mesure, et là qui concerne les bio, donc qui ne sont pas exemptés, eh bien c'est les mesures par rapport aux prairies. La première mesure, c'est le fait que les bio vont contribuer, ils seront observés par rapport à la question du maintien de ratios prairies permanentes sur SAU. Vous savez que les prairies permanentes, on considère que c'est des prairies pour stocker du carbone, etc. C'est des sources de biodiversité. Donc, l'objectif, c'est de maintenir le ratio prairies permanentes sur SAU qui est observé. Alors attention, ce ratio prairie permanente sur SAU, jusqu'à maintenant, on le respectait par rapport à une année de référence qui était l'année 2015. On avait regardé quelle était la part des prairies permanentes dans la SAU, dans les différentes régions, puis après on a fusionné au moment où on a formé Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, tous les copains, enfin moi je suis de Limoges, hein, donc tous les Picto-Charentais, les Aquitains ont été bien contents de voir arriver le Limousin parce que ça a permis quand même de renforcer très largement la part des prairies permanentes. Hein, ça a amené, ça permet de bien stabiliser le ratio. Mais donc on avait un ratio fait en 2015. Attention, pour la prochaine programmation, le ratio change d'année de référence, c'est 2018. Et surtout, j'insiste, c'est 2018 après les opérations de requalification des prairies temporaires en prairies à rotation longue et donc maintenant demain des prairies permanentes. En fait, vous savez qu'une prairie permanente, pour la PAC, c'est une prairie qui est en place sur la même parcelle depuis plus de 5 ans. Et ça, c'est une requalification automatique qui se fait. Même si le gars fait prairie temporaire sur prairie temporaire, en les renouvelant, mais en mettant toujours des prairies, au bout de 5 ans, ça devient une prairie permanente. Alors, beaucoup disent que c'est une aberration technique et une non-reconnaissance des pratiques de gestion des prairies temporaires, mais toujours est-il que c'est le cas. Et ce qui s'est passé, donc, là, je vous le montre sur la carte à droite, eh bien, c'est que le volume des prairies permanentes a très fortement augmenté sur la précédente programmation. Vous voyez les chiffres d'augmentation qui sont en pourcentage en orange et selon la couleur du fond du département, vous voyez le niveau de prairies permanentes sur SAU que l'on peut observer. Bon, le record étant bien entendu en Corrèze, on a quasiment, si je ne me trompe pas, 81% de prairies permanentes dans toute la SAU. Mais alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, soyez-en bien conscients, c'est que le volume de prairies permanentes à préserver dans Nouvelle-Aquitaine est beaucoup plus important que celui qu'on connaissait en 2015. Grosso modo, il y a à peu près 220 000 hectares de prairies permanentes supplémentaires qui intègrent le ratio et qu'il faudra maintenir à terme. Ça a son importance sur l'évolution des systèmes et en particulier pour, vous êtes tous au courant, du recul des productions animales que l'on a observé quand on compare les chiffres des deux recensements 2010 et 2020. Eh bien oui, on peut se poser une question sur les capacités à convertir des surfaces pour ceux qui souhaiteraient abandonner l'élevage. Alors certains pourront dire que ce n'est pas forcément un mal, puisque ça pourrait éventuellement limiter le recul de l'élevage, mais toujours est-il qu'on est face à cela et les bio doivent faire attention à cet élément-là, puisque si jamais le ratio se dégradait de plus de 2%, alors Nouvelle-Aquitaine rentrerait dans un système d'autorisation. C'est-à-dire que pour retourner une prairie permanente, il faudrait demander l'autorisation à la DDT, qui éventuellement, le cas échéant, selon la situation, pourrait demander la mise en place de prairies permanentes de compensation, c'est-à-dire dire, OK, telle prairie temporaire, je la balance en prairie permanente pour pouvoir en retourner d'autres ailleurs. Voilà. Après, il y a un autre point important. Alors, pour l'instant, il y a une forme de souplesse pour les bio. C'est par rapport à la BCAE 9, c'est l'interdiction de retourner des prairies sensibles, c'est-à-dire des prairies qui sont présentes dans des zones Natura 2000. Alors, le problème, c'est que le zonage Natura 2000, il a tendance à évoluer. Et là, la référence, elle est toujours de 2014, mais on refait une nouvelle cartographie à partir de l'évolution constatée en décembre 2021. Alors, on a eu un coup de chaud à un moment parce qu'on a eu des producteurs bio qui, n'étant pas concernés par ces mesures-là, puisque c'était un point de verdissement hier, ont retourné des prairies permanentes dans des zones sensibles. Des prairies permanentes qui étaient permanentes en 2021
Ils les ont retournés en 2022, mais ils ne connaissaient pas la règle. Donc, on s'est fait préciser cela. Moi, j'ai eu beaucoup de questions du terrain de la part de conseillers qui s'inquiétaient par rapport à cela. Mais effectivement, eh bien, il y aura une tolérance pour les bio, pour ceux qui ne savaient pas que leur prairie permanente avait basculé en sensible. Mais bon, maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, eh bien, les producteurs qui ont des prairies permanentes en zone Natura 2000, il est interdit de les retourner. Voilà. Là, c'est complètement figé, ces surfaces-là. Voilà. Après, alors pour l'instant, la BCAE 7, c'est la BCAE rotation à la parcelle. Alors là, c'est un peu compliqué pour vos collègues qui sont en conventionnel. Ça peut avoir de l'importance pour éventuellement des bios qui sont en mixte, avec d'un côté un atelier de production en bio et d'un autre côté un atelier de production en conventionnel. Imaginons typiquement un scopper avec un atelier de production animale qui a les scopes en conventionnel. Bon, alors, sur la BCE 7, l'obligation de rotation à la parcelle, la conduite en bio bénéficie d'une exemption, mais uniquement pour les terres qui sont en bio. Attention pour les mixtes, sinon ils doivent respecter tout le reste. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'exploitation, il faut qu'il y ait une rotation sur au moins 35% des terres arables cultivées, c'est-à-dire toutes les terres arables, une fois que vous avez enlevé les prairies temporaires et les prairies artificielles. Et au niveau des parcelles, là aussi, pour ceux qui éventuellement seraient concernés par ça dans le cadre de mixité, il faut qu'il y ait 2 cultures différentes sur les 3 campagnes précédentes. Et ça, c'est contrôlé à partir de 2025. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que logiquement, ça ne doit pas concerner les bio purs, mais attention au système mixte par rapport à cela. Bon, après, s'il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Et par contre, une autre BCAE qui était là aussi une ancienne mesure de verdissement, qui était la présence de surfaces d'intérêt écologique. Alors maintenant, on parle d'infrastructures agroécologiques. Eh bien, c'est l'obligation d'avoir des surfaces à caractère richesse biodiversité. Sur l'exploitation, c'est demain 4% des terres équivalents en terres arables. Mais vous allez me dire, bon, c'était l'ancienne mesure que connaissaient les conventionnels avec la possibilité d'avoir des surfaces en bio. Alors, je vois qu'il y a des... Ouais, bon, c'est bon. Donc, j'avais peur qu'il y ait des questions, excusez-moi, je voyais des aimants dans le chat. Je te dirai, oui, si tu as une question, je te laisse surveiller, hein, Barbara, si jamais il y a une question. Je saurai t'arrêter. Parfait. Dans la précédente programmation, c'était 5% des terres arables. Mais c'était intéressant parce que dans ces 5% de terres arables, on pouvait mettre des surfaces telles que des fixatrices d'azote, par exemple des luzernes, des pois, des trèfles, etc. Et on pouvait mettre des cultures dérobées. En fait, beaucoup d'agriculteurs utilisaient ces éléments surfaciques pour générer des surfaces d'intérêt écologique. Attention, dans la prochaine programmation, et ça c'est dans le cadre européen que c'est demandé, il faut que ces éléments, bon, on n'a plus besoin que de 4%, mais il faut que ça soit du non productif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser les fixatrices d'azote, les dérobés, les miscanthus, les taillis à courte rotation, etc., puisqu'ils sont productifs. Tout ça, ça saute là. Tout ce bloc-là. Et donc, en fait, jusqu'à maintenant, les bios s'en occupaient pas. Il faut qu'ils le vérifient. Et en plus, ils arrivent là-dedans, mais il y a moins de solutions pour pouvoir les générer. Donc moi, à chaque fois que j'interviens, j'ai tendance à dire aux agriculteurs, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre sa déclaration Télépac, son relevé parcellaire graphique, et repérer tous les éléments possibles et imaginables qui vont pouvoir alimenter ce fameux compteur. Alors, il y a une exemption pour les exploitations qui ont beaucoup de surface en prairie. Au moins 75% des terres arables en prairie ou au moins 75% de la SAU en prairie ou prairie permanente. Ceux-là, ils sont exemptés et ceux qui ont moins de 10 hectares de terres arables. Mais tous les autres, bon, notamment les productions végétales du type COP,
il faut qu'il vérifie cela. Et là, dans la liste des éléments qui sont disponibles, eh bien, vous avez, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas avancer. Ah, zut, excusez-moi. Alors, j'ai mon truc qui ne réagit plus. Allô? Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Suivant. Ah oui, bon. Alors, là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que dans tous ces éléments-là, eh bien, il va falloir chercher des marques, des bosquets, des choses comme ça. Et bon, normalement, hein, vos interlocuteurs sont au courant. Il y a eu plein de réunions d'information, mais c'est quelque chose qui leur casse un peu la tête aujourd'hui. Attention à un truc, c'est que beaucoup, en désespoir de cause, s'ils n'arrivent pas à les trouver, la meilleure solution pour eux, c'est de déclarer de la jachère. Parce que la jachère est une infrastructure agroécologique non productive. Donc attention à l'impact sur la production pour certains. Voilà. Et après, dernier point en termes de conditionnalité, et là qui concerne tout le monde, sur lequel vous pouvez également insister, c'est que l'Europe du Nord avait beaucoup demandé des outils pour lutter contre le dumping social, en particulier celui qui était pratiqué dans les pays de l'ex-Europe de l'Est et de l'Europe du Sud sur les questions de conditions de travail et de contrats de travail. Ils ont obtenu gain de cause et en effet, eh bien, il y aura un point de vérification dans la conditionnalité, mais attention, dans cette conditionnalité, il y a aussi d'autres points, c'est les points sécurité au travail. Ce qui veut donc dire que demain, imaginons, j'ai un rapport négatif de l'inspection du travail sur mon exploitation parce que problème de sécurité sur un engin ou problème de contrat de travail. Bon, on ose espérer qu'en France, on n'en est pas trop. Mais surtout un point qu'on a beaucoup mis sous le tapis, typiquement absence de document unique d'évaluation des risques, qui, je le rappelle, est obligatoire à partir du moment où il y a un salarié ou même l'accueil de n'importe quel salarié d'un partenaire de l'exploitation agricole. Eh bien, ça, c'est un point qui peut être remonté à la DDT par l'inspection du travail qui dira en termes de conditionnalité sociale, il y a un défaut. Donc, on demande des sanctions sur les ZPAC. Pénalité, et voir si c'est vraiment grave, des sanctions par rapport aux ZPAC. Voilà. Donc là aussi, hein, vous voyez quand même, les choses se serrent un peu. Voilà. Alors après, autre point, eh bien, sachez que bon, Elon Musk n'a pas envoyé que des touristes dans l'espace, il a envoyé aussi pas mal de satellites et ils vont s'en servir. Et donc là, ça aussi, ça occupe pas mal vos adhérents, vos clients, c'est le niveau dispositif de 3STR. Hein, donc, c'est le système de surveillance satellitaire en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des satellites qui passent sur les exploitations tous les 6 jours et qui ont un niveau de définition pour la photo qui n'est pas fantastique, hein, puisqu'on a une résolution 20 mètres par 20 mètres. Mais en fait, leur objectif, c'est de suivre l'évolution du couvert végétal. C'est pour ça qu'ils passent tous les 6 jours. Et là, eh bien, il va y avoir en fait des systèmes d'alerte puisque les photos vont être analysées par une intelligence artificielle qu'ils vont éduquer progressivement avec l'appui donc des agents de DDT et qui vont pouvoir détecter si eh bien, ce qui est constaté par les images du satellite est en cohérence avec ce qui a été déclaré à la PAC. Alors attention, ce n'est pas un système de contrôle, c'est bien un suivi. Et donc là, on introduit, et je pense qu'il faut bien insister là-dessus, sur la notion de droit à l'erreur. C'est-à-dire que j'ai déclaré ma PAC avant le 15 mai 2023. Le satellite, depuis le 15 mai, passe tous les 6 jours, il y a une analyse. J'ai déclaré, imaginons, un maïs sur la parcelle 25 de l'îlot 8.
Mais au mois d'août, le satellite constate qu'il n'y a eu aucune évolution en termes de couvert végétal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'intelligence artificielle, certainement aidée par une analyse humaine, dans un premier temps, va lancer une alerte auprès de moi, agriculteur, Bertrand Dumas, et je devrais recevoir ça sur mon interface Télépac pour me dire, écoutez, là, on a un souci. Vous voyez, on a un feu orange, voire un feu rouge qui se déclenche parce qu'on ne comprend pas. Sur votre parcelle, on voit qu'il n'y a rien qui bouge alors que vous nous avez déclaré un maïs. Expliquez-nous. Et alors là, c'est là que ça va être fun, hein, parce que bon, on doit avoir l'impression qu'il y a la 5G partout. Mais sur mon smartphone, puisque bien sûr tous les agriculteurs sont équipés de smartphones dernier cri, on va me guider jusqu'à la parcelle et on va me demander de prendre une photo du couvert pour valider ou invalider ma déclaration. Mais attention, je ne serai pas sanctionné par ça. On me dira, bon, écoutez, monsieur Dumas, vous nous avez dit qu'il y a un maïs, vous nous avez envoyé une photo, bon, c'est pas un maïs, hein, en fait, il n'y a rien. Et donc, je vais devoir expliquer ce qui s'est produit. OK? Et donc là, j'aurai la possibilité de faire une modification de ma déclaration PAC sans pénalité. Donc là, on introduit bien en fait cette question de droit à l'erreur. Bon, on va voir comment ça va fonctionner, hein. L'année 2023, c'est le test voilà, grandeur nature. Bon, pour l'instant, il y a eu des phases de test ici ou là, hein. Peut-être que certains de vos adhérents ont d'ailleurs fait partie des poules d'agriculteurs testés, hein, puisque les DET ont recruté. Mais voilà un peu comment ça va se passer. Alors ça, vous allez certainement en entendre parler. On peut penser que ça clignote assez souvent dans certains cas. Voilà. Et peut-être que les gars auront besoin d'accompagnement. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être un des hauts faits de la campagne 2023 si ça fonctionne correctement. Voilà. Donc juste ça, c'est important à savoir. Alors sur les aides du premier pilier de la PAC, hein, qui restent quand même les aides majeures, hein, rappel, hein, c'est à peu près 7 milliards d'euros annuels sur sur les exploitations. Donc sur le premier pilier de la PAC, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Le budget a été relativement préservé, on perd à peu près 2%. L'élément majeur à noter, c'est que l'argent que l'on mettait sur les paiements environnementaux du premier pilier, ça croquait 30% du budget sur la programmation précédente. Demain, sur ce qui va remplacer le paiement vert, qu'on va appeler éco-régime, ça sera plus que 25%. Donc il y a de l'argent en plus et qui est principalement mis sur les droits à paiement de base. Voilà. Et un peu sur les aides pour les jeunes agriculteurs, ici. Et par contre, tout ce qui est aide couplée, donc les aides pour certaines productions végétales, notamment les protéagineux, et les aides animales, principalement les herbivores, on reste sur 1 milliard d'euros annuels. Okay. Alors, sur les aides découplées, les fameux DPB, on va poursuivre la convergence qu'on connaissait. Vous savez, on leur a calculé une valeur en 2015 et elle s'approchait progressivement de la moyenne d'année en année, soit à la baisse si elles étaient au-dessus, soit à la hausse si elles étaient en dessous. Jusqu'à maintenant, on a fait 70% du chemin jusqu'à la moyenne, là, jusqu'en 2019. Et là, on pensait que sur la prochaine programmation, on allait finir le chemin pour que toutes les exploitations aient la même valeur de DPB partout et rester 30% du chemin. Mais finalement, non, on ne fait pas la totalité du chemin restant, on s'arrête au milieu. On fera encore que 15% de convergence pour au final n'atteindre que 85% de convergence par rapport au point de départ où on était en 2015. Bon, là-dessus, plein de dispositifs. Bon, en 2023, il va y avoir des corrections parce que la principale correction, bon, je vous la montre ici, c'est que je vous rappelle que si on regarde un peu en arrière, on a augmenté notre budget des droits à paiement de base, mais les portefeuilles de droits à paiement de base que détiennent chacun des agriculteurs ne sont pas modifiés. Donc le gâteau grossit et il y a le même nombre de convives autour de la table. Donc on va faire des parts un peu plus grosses.
Donc, en 2023, là, je vous donne un exemple, hein, pour quelqu'un qui avait un DPB valeur 2019-2020 à 150 euros, on va lui recalculer son DPB dans la nouvelle enveloppe et il va monter à peu près à 161 euros. Et après, par rapport à cela, sachant que la moyenne du DPB à l'horizon 2025, ça va être 129 euros, eh bien, il va toucher 161 euros en 2023 et 2024. Et en 2025, on va corriger son écart à la moyenne de 50%. Bon, ben, 161 moins 129, si je ne me trompe pas, ça fait 32 euros. Je corrige de 50%, ça me fait 16 euros en moins. Donc, je vais passer de 161 euros à 145 euros. Vous voyez que le gars, il touchait 150 euros en 2020. En 2025, il va toucher 145 euros. Ça ne va pas le défriser non plus. Ce n'est pas l'élément majeur en termes de modification. Okay, bon, alors, par contre, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais pour des exploitations qui avaient des très très hauts niveaux de DPB, supérieur à 1349 euros, là par contre, il va y avoir des mécanismes de plafonnement qui vont être assez sévères, mais bon, les cas sont très très rares. Et puis après, pareil, hein, pour des gens qui avaient des DPB inférieurs ou très inférieurs à la moyenne, ils vont monter progressivement avec des rattrapages, hein, en 2023 puis 2025, et après une phase de convergence. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. De toute façon, vous aurez on va vous diffuser un cahier technique, complet par rapport à ça qui est réalisé par l'ensemble des chambres de Nouvelle-Aquitaine où il y a là, carrément 7 à 8 pages sur l'évolution des DPB. Bon, tout ça, ce sera à votre disposition dès qu'on aura fini de boucler tout ça. Mais bon, ça doit être fait avant le début des déclarations PAC. Et là, vous voyez, par exemple, bon, ben, il converge à la hausse. Alors lui, par contre, hein, pour ceux qui étaient vraiment très, très bas, il avait 65 euros en 2020, il va monter à 117 euros à l'horizon 2025. Pour eux, ça fait un vrai plus. Toutes ces simulations sont réalisables pour chaque exploitation, les outils existent. Donc, vos interlocuteurs peuvent, hein, évaluer l'évolution de leur paiement. Voilà. Bon, après, il y avait un fameux paiement redistributif, vous savez, sur les 52 premiers hectares. Là, ça ne change absolument pas. On est toujours sur la même chose. Juste le montant passe de 49 à 48 euros parce qu'on a eu nos 2% de baisse du budget global. Mais bon, ça reste exactement la même chose. Par contre, on a un élément fort, c'est pour les jeunes agriculteurs. Ces derniers, jusqu'à maintenant, touchaient à peu près 80 euros sur les 34 premiers hectares. Ce n'est pas la DJA, on est bien d'accord. Là, c'est une aide du premier pilier de la PAC qui vient en complément des droits à paiement de base. Eh bien, demain, ça ne sera plus en fonction des surfaces. Ça sera un montant forfaitaire qui va être a priori légèrement au-dessus de 4 400 euros. En fait, les exploitants vont passer d'un maximum qui était aux alentours de 2 400 euros à quasiment 4 400 euros. Il y a un vrai plus d'accompagnement en trésorerie sur les 5 premières années d'installation des jeunes agriculteurs. Voilà. Et là, on arrive enfin au gros morceau. C'est la question de l'éco-régime avec un dispositif qui vient remplacer le paiement vert, mais qui monte en gamme en termes d'exigence. Et alors, cet éco-régime, il y a eu un gros combat, je pense que vous êtes tous au courant, parce qu'il devait y avoir 2 niveaux de paiement, niveau 1 et niveau 2, et un niveau 2 qui, pour les exploitations bio, devait être du même montant que pour les exploitations HVE. Et comme vous le savez, il y a eu des démêlés forts entre la profession plutôt du banc conventionnel et la profession bio pour cette dernière n'acceptant pas que la certification AB donne accès au même montant que HVE. Elle voulait un montant supérieur. Et vous savez que même aujourd'hui, il y a des demandes encore de revalorisation de l'éco-régime. Donc effectivement, sur cet éco-régime, on a 3 voies. Une voie où il faut vraiment avoir beaucoup d'infrastructures agroécologiques. C'est un peu une super BCA 8 que je vous ai présenté tout à l'heure, donc des éléments non productifs pour la biodiversité. Bon, pour être à un niveau qui serait proche de celui qu'on connaissait avec le paiement vert, donc autour de 80 euros par hectare, il faudrait avoir au moins 10% d'IAE sur l'ensemble de la SAU. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments non productifs, mais certains se penchent sur cette approche-là. Après, on a une voie par les pratiques agricoles.
Bon, là aussi, il faut, selon ce que vous avez sur votre exploitation, vous avez différentes pratiques à respecter. Je ne rentre pas trop dans le détail, sauf s'il y a des questions. Mais vous validez un certain niveau sur chacune des pratiques et il faut que vous êtes payé au niveau minimum que vous avez assuré sur les différentes pratiques. Mais surtout pour les bio, il y a la voie des certifications. Et pour la voie des certifications, on n'a pas deux niveaux de paiement, un ou deux, mais on en a trois, et parce qu'il y en a un qui est spécifiquement réservé pour les bio. Et ce niveau de paiement, aujourd'hui, est acté à plus 30 € par rapport au niveau 2. Donc, si on a un niveau 2 à 78 € par hectare, le niveau 3 pour les bio, il sera à 108. Si le niveau 2 est à 80 €, il sera à 110 en niveau 3 pour les bio. Et en fonctionnement inverse, si on a un niveau 2 qui est plus faible, le niveau 3 sera plus faible, mais il y aura toujours un delta de 30 € par hectare. Alors, attention, pour aller chercher cet éco-régime de niveau 3 pour les bio, alors, on a encore des questions là-dessus. On a encore des questions. C'est qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre ce niveau 3 sur l'ensemble des surfaces et une aide du deuxième pilier dédié à la bio sur également l'ensemble des surfaces. Tout simplement parce que l'Europe considérait qu'il y aurait une double forme de paiement sur toutes les surfaces. Et ça, elle n'accepte pas. Bon. Alors, ce que propose la France, c'est que une exploitation bio, en conduite bio, qui touche une aide à la bio du deuxième pilier, donc conversion ou aide au maintien, bon, ça sera uniquement pour 2023 en Nouvelle-Aquitaine, ne pourra toucher l'éco-régime de niveau 3 que si l'aide à la conversion ou au maintien n'est pas distribuée sur l'ensemble des surfaces de l'exploitation. Donc là, les questions qu'on a en ce moment, qui nous remontent du terrain, c'est du type, voilà, j'ai 50 hectares en conduite bio. Si je demande la CAB ou la MAB que sur 49 hectares, est-ce que je peux prétendre à un éco-régime de niveau 3 sur l'ensemble des surfaces? Parce que je ne demande pas une aide du deuxième pilier sur toutes mes surfaces. Eh bien, aujourd'hui, la réponse technique est plutôt oui. Attention toutefois, selon moi, parce que ça n'a pas été précisé dans la copie que la France a adressée à Bruxelles pour présenter son plan stratégique national. Et donc, là-dessus, selon moi, il est tout à fait possible que l'Europe revienne vers la France pour lui dire attention, là, il y a de l'optimisation des aides PAC avec des exploitants qui ne déclarent pas, qui n'engagent pas en aide du deuxième pilier bio toute leur surface pour pouvoir aller chercher l'éco-régime de niveau 3 sur toute leur SAU déclarée à la PAC. On va voir comment ça va se passer. À mon avis, pour 2023, ça va passer. Pour les autres, il faudra voir les réactions de la part de l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Bon, après, vous l'aurez dans le diaporama, mais je ne rentre pas forcément là-dedans parce que les bio, logiquement, ils devraient plutôt passer par la voie de la certification. Ils y ont tout intérêt parce que bon, ils sont déjà certifiés. Ils n'ont pas forcément à justifier soit les pratiques agricoles, soit des infrastructures agroécologiques. Et puis, le montant est quand même beaucoup plus intéressant. On est d'accord. Mais néanmoins, s'il y a des questions, je pourrais y répondre tout à l'heure. Alors, sur les aides couplées, attention, là, c'est le grand soir. Donc, comme je vous l'ai dit, on conserve bien 1 milliard d'euros, mais au sein de ce milliard d'euros, il y a quand même des gros changements. En fait, le gros changement, il est sur le fait que l'Europe insiste bien sur l'objectif de développement de l'autonomie protéique de notre continent politique. Et là-dessus, il y a donc un renfort important des soutiens aux protéines. Et en France, c'est acté par un transfert progressif de 100 millions d'euros sur les aides protéines, qui jusqu'à maintenant, c'était 137 millions d'euros annuels. À l'horizon 2027, ça doit être 236 millions d'euros, donc quasiment plus 100.
Plus également la mise en place d'une aide pour le maraîchage, une aide couplée maraîchage qu'on ne connaissait pas. Je reviendrai dessus. Et bien là, l'impact que ça a, c'est que l'enveloppe, elle est finie, 1 milliard d'euros, et on veut reventiler, réorienter vers les protéines et le maraîchage, mais donc il faut aller piquer de l'argent sur certains. En fait, on va prendre de l'argent sur les aides couplées aux herbivores. Donc seront impactés les bovins, les vaudelets sous la mer et les ovins et les caprins. Tout ça, eh bien, ça va baisser au fur et à mesure pour alimenter progressivement l'enveloppe, surtout des protéines végétales. Ça va se faire par pas de 20 millions d'euros par an qui vont être transférés. Donc 2023, 20 millions en plus pour les protéines, 2024, 40, 25, 60, etc., etc., jusqu'à atteindre plus 100 millions. Et dès le départ, on met plus 10 millions d'euros sur le maraîchage. Donc typiquement, par exemple, pour les aides bovines, c'est moins 17 millions d'euros disponibles par an pour cette orientation-là. Donc tout ça, ça a des impacts. Alors bien évidemment, sur les légumineuses fourragères, c'est intéressant, puisque là, on va arriver à une aide aux alentours de 150 euros par hectare. Avec le retour en grâce de la fameuse aide pour les mélanges de légumineuses et prédominantes avec des graminées, le fameux code MLG, qui n'avait été déclaré sur la précédente programmation qu'en 2015, mais après l'Europe nous avait tapé dessus parce qu'on n'était pas très très clair pour arriver à justifier la présence des légumineuses. Donc là, pour pouvoir contrecarrer tout ça, la France dit on va aider que l'année de l'implantation, donc uniquement éligible l'année du semis. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à dire à tous les exploitants, mais si jamais vous refaites une prairie après une céréale, un maïs ou en cas de renouvellement suffisamment tôt sur des prairies temporaires, autant faire un mélange légumineuses graminées parce que vous pourrez aller chercher l'aide. Voilà. Et après, une aide aussi couplée pour les protéines végétales. Et là, on a toutes ces catégories qui vont être fléchées et surtout une nouvelle catégorie qui peut vous intéresser, vous, en bio, mais c'est tous les légumes secs, lentilles, haricots secs, pois chiches, fèves, etc. Tout ça, ça peut aller chercher une aide de 150 euros par hectare. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas ça qui va décider les gens compte tenu de la prise de risque, surtout avec, excusez-moi, je vais vous donner les tarifs du conventionnel, mais avec du blé qui est toujours aux alentours de 300 euros tonne. Mais bon, voilà, c'est l'ambition de développer ça. Je vous rappelle quand même que 100 millions d'euros supplémentaires à peu près une 105, 110 euros en moyenne pour les légumineuses, ça fait que la France a l'objectif d'avoir 1 million d'hectares supplémentaires de surface en protéines végétales à l'horizon 2027. OK, voilà. Sur une surface en terre arable qui est, si je ne me trompe pas, aux alentours de 14 ou 15 millions d'hectares. Voilà. Bien. Alors, après, on rentre sur d'autres productions végétales. Là, celles qui étaient déjà en place, vous les connaissiez, ça bouge quasiment pas sur blé dur, etc. Donc là, vous avez des producteurs bio qui peuvent vous faire ces types de produits et également aller chercher ces aides couplées qui sont intéressantes. Et attention, pour les producteurs bio, une aide au maraîchage, mais attention, là c'est bio et non bio, mais c'est maximum 3 hectares de SAU. Donc là, on flèche vraiment les petits maraîchers, qui pourraient être intéressés par cela. Et là, voilà, une aide substantielle, un peu plus de 1500 euros par hectare, dans la limite de 3 hectares, et à partir de 0,5 hectares maximum. Donc là, on pense qu'on va avoir pas mal de petits maraîchers, bien souvent d'ailleurs en bio, sur les nouvelles ceintures vertes de quelques agglomérations qui pourraient prétendre à cela. Et après, on rentre dans les aides animales. Alors là, le sommet du sommet, d'anti-simplification, ça reste quand même l'aide à l'UGB, tant pour les UGB viande que pour les UGB lait. Okay. Alors, je ne suis pas un fan des Emoticians, mais celui-là me semble vraiment expressif. Comment dire? Moi, je ne sais pas ce qu'il aura pris. Mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais sur le terrain, les agris ne comprennent rien.
mais rien. Voilà, par rapport à ces têtes, c'est quand même très compliqué et ils sont franchement dans le schwarz, hein, parce qu'en fait, ils déclarent, mais ils ne savent pas du tout mais comment ça va fonctionner. Alors pourquoi? Parce que déjà, on va aider que des UGB et des UGB de plus de 16 mois. Et on va distinguer les femelles et les mâles. Et dans les femelles et les mâles, on va faire différentes catégories. Certains qui vont être payés à un niveau supérieur et d'autres à un niveau de base. Alors pour les mâles, tous ceux qui ont plus de 16 mois, dans la limite d'un UGB par vache présente, ils vont être payés au niveau supérieur. Tous les autres vont être payés au niveau de base. Là, sur les mâles, on ne regarde pas la race. Mais par contre, sur les femelles, alors c'est vraiment pas du tout politiquement correct, hein, parce que, un, on genre, deux, on racise. Bon, bref, c'est un truc, c'est d'une complexité hallucinante. Parce que pour les femelles, il va falloir distinguer les races à viande et les croisées viande de toutes les autres. Alors ça, il faut faire attention parce que dans nos exploitations bio, on est bien d'accord que souvent on a pas mal de croisements, hein. Et là, il va falloir s'accrocher pour retrouver comment vont peser, enfin, comment ils vont être catégorisés. Et là, pour tout vous dire, pour avoir vu de manière un peu détournée l'algorithme de fonctionnement, j'ai pas l'impression que ça soit trop au point pour l'instant. Donc franchement, on va aller à tâtons sur cette aide-là pendant l'année 2023. Parce que là, tout ce qui est non viande ou croisée viande, la race laitière et mixte, ça va être payé au niveau de base. Et dans les races viande et croisée viande, ne seront payés au niveau supérieur que les animaux dans la limite, alors accrochez-vous, de 2 fois le nombre de veaux nés sur l'exploitation et maintenus 90 jours. Bon, en résumé, pour vos adhérents, ils sont en train de déclarer leur aide à l'UGB, cette nouvelle aide au soutien pour leurs bovins présents sur l'exploitation. C'est quand même très difficile de savoir ce qu'ils vont toucher. Pourquoi? Parce qu'en plus, ce nombre d'UGB va être calculé non pas le jour où ils ont déclaré leur demande d'aide, mais 6 mois après. Donc typiquement, nous sommes le 7 février 2022. On va prendre la photographie pour calculer cette aide à l'UGB sur l'exploitation le 7 août, pardon, je dis 7 février 2023. On va prendre la photographie le 7 août 2023, donc dans 6 mois. Donc là, les gars ne savent absolument pas quels sont leur nombre d'animaux. Alors certains craignent qu'il y ait de la rétention sur les animaux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire sortir leurs UGB avant la date de la photo. Alors pour les animaux qui ont, on va dire, 16 mois, bon, eux, ils seront rattrapés. Ceux qui, par exemple, tous les animaux autres que les vaches seront rattrapés. Hein, vous voyez, les bovins vendus pour abattage avant la date de référence, donc avant cela, mais qui n'avaient pas 16 mois à la date de référence, enfin un an avant, sont rattrapés. Mais par contre, effectivement, si je vends mes vaches ici, tous les UGB de mes vaches de réforme vendues ne seront pas pris en compte. Alors certains disent, ouais, voilà, il y a un risque de rétention des vaches de réforme. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais bon, toujours est-il que ça pose beaucoup de questions sur le terrain aujourd'hui. Voilà par rapport à ce mode de fonctionnement-là. Donc, aide complexe qui inquiète beaucoup les éleveurs. Pour l'aide au caprin, bon, là, il n'y a pas de modification par rapport au mode de fonctionnement. En fait, c'est surtout que, on modifie les montants unitaires parce qu'il y a moins d'argent. Donc, on va perdre quasiment 1 euro par chèvre aidée tout au long de la programmation. Et c'est la même chose pour les ovins. On ne modifie pas les choses, sauf que on va modifier les montants unitaires parce que y a une réduction budgétaire sur la programmation pour aller alimenter principalement
les nouveaux montants, les nouveaux fonds alloués aux protéines végétales. Voilà. Et pareil, même chose pour l'aide aux veaux de lait sous la mer et aux veaux bio. Voilà. Alors attention, là, on est dans un système qui est moins complexe que celui que l'on connaissait auparavant, hein, où vous saviez que voilà, pour qu'il y avait 2 niveaux de paiement, notamment pour les veaux sous cahier des charges bio, avec une adhésion avec un organisme de producteurs, etc., etc. Là, on sort tout ça, tout le monde sera au même montant, mais c'est un peu une forme de nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'on aura des montants unitaires qui vont être là aussi plus faibles que ceux que l'on connaissait sur la précédente programmation. Typiquement, hein, les systèmes vaudelais sous la mer sont relativement malmenés par cette réforme, parce que impactés sur l'aide à l'UGB et impactés sur l'aide au veau bio. Alors ça, c'est quand même à bien retenir par rapport à cela. Après, sur les aides plutôt surfaciques du deuxième pilier, MAEC soutien AB, donc qui vont être sous régime de gestion de l'État, eh bien là, on a des montants hein, qui sont à peu près reconduits, sauf pour, enfin, comme une modification majeure, c'est sur les aides à la conversion. Là-dessus, on abandonne l'aide au maintien et donc tout l'argent part sur l'aide à la conversion bio. Hein. Vous savez qu'on a un objectif hein, de quasi doublement de la SAU bio sur le territoire national. Donc on met tous les moyens qu'on avait jusqu'alors sur la bio. Hein. On passe de 220 à quasiment 340 millions d'euros par an sur ce bloc-là. Voilà. Alors sur les MAEC, eh bien bon, elles peuvent intéresser les bio parce que ils y ont droit comme les autres. Voilà, en particulier toutes les MAEC surfaciques. Et ça, c'est un débat qu'on a eu largement au niveau régional de savoir si ceux qui demain n'auront plus l'aide au maintien, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à aller regarder, peut-être du côté de certaines MAEC. Alors, ces MAEC, elles sont en train de se mettre en place. Hein. Elles sont validées progressivement dans le cadre de projets agro-environnemental et climatiques au niveau des territoires. Bon, tout ça, c'est animé au sein de la CREC, hein, laquelle d'ailleurs la profession bio participe, si je ne me trompe pas. Et là, on a différents enjeux qui sont fléchés. Alors, on a une grande zone élevage hein, ici. Donc, en fait, c'est tout Aix-Aquitaine et tout Aix-Limousin. Et un grand enjeu zone intermédiaire sur l'espace Poitou-Charentes. Et puis après, on a des enjeux sur le pastoralisme sur certaines zones, hein, donc parc naturel régional Périgord-Limousin, Mille Vaches, ici hein, le Causse de Dordogne et la zone des Pyrénées, où là on a du pastoralisme hein, avec des MAEC qui sont en place, et puis tout ce qui est mesures biodiversité hein, qu'on retrouve hein, un peu sur toutes ces grandes zones que je vous présente là. Donc là, pour vos producteurs, en fait, la question, c'est de savoir dans quel PAEC se trouve-t-il et s'il y a une mesure qui est éventuellement adaptée au niveau de leur exploitation. Et là, il faut qu'ils rentrent dans une logique de réalisation de diagnostic et de positionnement par rapport à l'atteinte des résultats qui sont attendus. Hein. Voilà. Bon, là-dessus, je vous présente aussi hein, tous les éléments. Bon, il faut que l'exploitation soit quand même une bonne partie de ces surfaces hein, dans le PAEC. Voilà. Et puis, bien vérifier les exigences hein, du paramétrage régional hein, sur les obligations. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de disponible de la part hein, des services de l'État en région. Les cahiers des charges ne sont pas encore complètement finalisés, malheureusement, alors qu'on arrive pas très très loin quand même du début des déclarations. Voilà. Bon, voilà, bon, je passe rapidement sur ces schémas-là. Sachez que aussi, qui peut être intéressant pour la profession bio, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine, par contre, a déposé une MAEC qui est non surfacique, qui est une MAEC forfaitaire. C'est la MAEC bas carbone, où pour des exploitations qui s'engageraient à améliorer leur bilan carbone de 15%, eh bien, c'est un billet de
18 000 € sur la programmation, c'est-à-dire 3 600 € par an d'aide MAEC qu'il pourrait aller mobiliser. Mais ça oblige à se mettre dans une dynamique d'amélioration de son bilan carbone, c'est-à-dire de faire des économies, soit d'émissions, soit d'améliorer le stockage réalisé au niveau de son exploitation. Donc là, là aussi, démarche, diagnostic, suivi et bilan en fin de programmation. Et vous êtes payé selon les résultats qui sont obtenus. Voilà. Bon, l'ICHN, quasiment pas de modification, si ce n'est qu'il faut avoir au moins 5 UGB herbivores. Bref. La conversion AB, je pense que vous êtes tous parfaitement au courant, avec le maintien des montants, sauf sur tout ce qui est COP, légumineuses et fibres, on passe de 300 à 350 € par hectare. Voilà. Et au niveau du deuxième pilier de la PAC, on a aussi toujours les aides à l'investissement. Alors, attention en Nouvelle-Aquitaine, par rapport à ce qui remplace la dotation jeune agriculteur, c'est la dotation nouveau et jeune agriculteur, avec un volet trésorerie qui est uniquement réservé aux jeunes agriculteurs et un volet aide à la reprise de l'outil de production. Donc là, en fait, c'est qu'on vient accompagner des jeunes qui souhaitent reprendre du capital d'exploitation auprès d'un cédant. D'accord? Alors, sachant que là, on a des schémas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de majoration de bonus si on est en bio, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette dotation nouvelle et jeune agriculteur, elle est soumise à éco-conditionnalité. C'est-à-dire que pour percevoir le solde de sa DNJA globale, donc les 20% qui doivent tomber entre la 4e et la 5e année, c'est avec une vérification en 4e année de la validation à minima d'un niveau 2 de l'éco-régime ou de la certification AB. Voilà. Donc ça, c'est important. Nouvelle-Aquitaine a quand même largement insisté là-dessus en termes d'évolution pour éco-conditionnaliser, excusez-moi ce néologisme, mais tous ces soutiens plutôt du deuxième pilier. Fait exactement la même chose sur les dispositifs du plan de compétitivité et d'adaptation d'exploitation et même sur les dispositifs sur lesquels elle ne mobilise pas du FEADER. Voilà. Elle éco-conditionnalise tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les exploitants bio seront quand même mieux positionnés que les exploitations conventionnel pour pouvoir aller chercher ces soutiens du deuxième pilier, investissement en région Nouvelle-Aquitaine. Ça, là-dessus, il y a pas photo, c'est très très net. Alors, je rentre pas dans le détail, tout ça va être exposé là prochainement. Si vous avez des questions, par contre, je pourrais y revenir. Voilà. Alors, Barbara m'avait demandé quand même qu'on regarde par rapport à quelques cas, parce que nous, on a fait des simulations sur des exploitations. Là, en fait, c'est des cas concrets qui m'ont été fournis par des exploitants, par des conseillers sur le terrain, pour regarder un peu comment ça allait se passer au niveau des soutiens à la baie. Alors, qu'est-ce que l'on observe? C'est qu'on a des situations très très disparates selon les situations, enfin selon les cas, pardon, excusez-moi, je me répète. Typiquement ici, vous voyez là une exploitation grande culture qu'on avait repérée en Charente-Maritime, à peu près 208 hectares. Bon, un niveau de DPV légèrement supérieur à la moyenne, puisque je rappelle qu'en 2019, 2020, 2021, le DPB est aux alentours de 114 € par hectare. Donc, bon, convergence très très faible, il va être à 127 € par hectare, sachant que la moyenne va être aux alentours de 129. Donc, vous voyez que bon, il retombe grosso modo sur ses pieds. Il y a un petit gain parce qu'en fait, le budget alloué au droit à paiement de base se conforte, donc il gagne un peu par rapport à cela. Et puis il a de l'aide couplée sur les cultures protéiques. Donc ça lui amène à peu près de 2700 € par an. Mais vous voyez que sur cette exploitation-là, si on raisonne par rapport enfin, en excluant les aides à la bio du deuxième pilier, eh bien avec un éco-régime de niveau 3,
ces paiements du premier pilier progressent de 10 000 euros. Voilà. Mais attention, cette exploitation-là, elle était en conversion jusqu'à maintenant et elle touchait 18 000 euros de CAB. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Dernière année de perception, ça va être 2023. Donc, il va continuer à toucher de la CAB là. Mais après, il n'y a pas le MAB qui prend le relais. Donc là, c'est une exploitation qui, hier, touchait de la CAB en plus. Donc là, on avait 48 plus 18, quand même 49 quasiment, plus 18. On était à 67 000 euros. En 2023, il va y avoir un bon bonus. Mais après, il nous manque la prise de relais par rapport à l'aide à la conversion. Hier, c'était la MAB, demain, il n'y a plus rien. Donc, typiquement, la question sur une exploitation comme celle-là, c'est est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle a anticipé la disparition de l'aide CAB, ou est-ce qu'en face, il y a des annuités, est-ce qu'il y a besoin de rééchelonner les emprunts, etc. Enfin, est-ce qu'il faut avoir une réflexion là-dessus? Ou alors, est-ce qu'elle se positionne sur des aides du type mesures agro-environnementales et climatiques? Ça, c'est des questions qui sont à se poser. Et je pense il faudrait presque faire une projection d'évolution des aides sur toutes les exploitations bio, parce que, typiquement là, on voit qu'on a potentiellement un trou. Là, c'est la même chose. Alors là, excusez-moi, c'est une autre présentation. On l'avait fait dans le Lot-et-Garonne. Bon, là aussi, c'est une exploitation qui, sur les paiements découplés, va gagner. Elle va gagner aussi sur l'éco-régime, parce que il y a le fait qu'on gagne 30 euros quasiment en plus par rapport à la situation précédente, puisqu'avec le bonus de 30 euros pour les bio, ça fait un gain. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal. Mais après, derrière, c'est une exploitation qui, quand on regarde le détail, elle avait 10 000 euros de MAB. Demain, elle aura encore en 2023, puisque voilà, la région s'est engagée à faire un dispositif, même si ce sera à un moindre niveau que ce que l'on observe là. Mais on a une perte potentielle. Même si, comme vous le voyez, je gagne voilà, sur mes paiements découplés au final, 8 000 euros. Alors là, je vous avais fait le calcul quand on n'était qu'avec une aide éco-régime bio du même niveau que HVE, ça faisait que plus 3200. Vous voyez que là, on gagne plus 8000, mais on perd 10 000 de l'autre côté. Donc, ça reste un bilan négatif pour cette exploitation-là. Alors, vous allez me dire, 2000 euros, c'est pas monstrueux, mais bon, ça a de l'impact à ce niveau-là. C'est la même chose à peu près sur tous les systèmes que l'on a. On a bien une amélioration à chaque fois des soutiens, ce qui hier était DPB plus en vert et demain les DPB plus l'éco-régime, ça s'améliore, mais on a toujours la perte soit de l'aide MAB, soit du défaut de prise de relais par rapport à l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Donc on a des trous qui s'affichent dans bon nombre d'exploitations agricoles demain par rapport aux ZPAC. Là, je vous passe en ovin viande, c'est la même chose, etc. etc. On se retrouve là-dessus toujours avec un défaut par la perte des soutiens, maintien du deuxième pilier de la PAC. Alors, beaucoup disent, en particulier, il fut un temps le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qu'il fallait que les bios se positionnent sur les MAE. Mais attention, j'insiste sur un point, les MAE, par rapport à la précédente programmation, l'enveloppe n'a pas augmenté. Et donc, le risque, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup de monde autour de la table avec un gâteau qui continue à faire la même taille. Donc là, ça va peut-être se bagarrer un peu. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'en ai terminé. Je suis à votre entière disposition pour toute question.